C'est un plaisir de vous retrouver, soyez les bienvenus. Selon l'UNESCO, 1,5 milliard d'apprenants, soit 91% des jeunes scolarisés dans le monde, ne pouvaient aller à l'école ou à l'université en raison des mesures prises pour enrayer la propagation de la Covid-19. Plusieurs mois après, de nombreux élèves et étudiants ont repris le chemin de l'école. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur l'école en Afrique et mieux, dans quel contexte se fait le retour à l'école pour cette année nouvelle? Avec nos invités, nous en débattrons dans quelques instants et nous recevons à juste titre Aminata Siaoui, elle est sociologue. Bienvenue, madame. Merci. Avec vous, Chérif Atanda, lui il est enseignant de lettres et écrivain. Bienvenue. Tout à fait, merci bien. Entrons dans le vif de notre sujet déjà avec Aminata Siaoui, les conséquences de la crise sanitaire sur l'école. On se souvient qu'en mars dernier, en Côte d'Ivoire, on a enregistré les premiers cas de Covid-19 et les semaines ou les mois qui ont suivi, beaucoup de mesures ont été prises pour endiguer le mal. Parmi ces mesures, la fermeture des établissements. L'année est achevée, une nouvelle année commence. Parlons des conséquences sur l'éducation. Merci, M. Youmou. Déjà, cette mesure de fermeture des écoles répondait aux besoins de distanciation sociale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il allait être difficile pour les apprenants, pour les enseignants de se protéger contre la maladie en étant dans le circuit de l'école. Donc il fallait trouver rapidement des mesures qui permettraient de réfléchir rapidement à d'autres solutions pour permettre la continuité de l'éducation. Donc cette fermeture des écoles a eu un impact assez grand sur le niveau d'apprentissage des enfants. Parce que vous savez que l'éducation ne doit pas s'arrêter. Et il y a eu un temps de réponse avant que les écoles ne reprennent ou bien que les mesures de remédiation ne soient mises en pratique. Donc ce petit laps de temps-là a eu quand même un petit impact sur le niveau d'apprentissage des enfants et même sur la concentration. Et ça a aussi augmenté les inégalités entre les enfants parce que les enfants qui sont issus des ménages assez aisés s'en sortaient assez bien parce que les parents avaient des moyens pour les faire suivre, mais ceux issus des familles défavorisées sont ceux qui sont laissés pour compte. Donc on peut dire que l'école a repris, mais il y a quand même des gaps à combler au niveau de l'apprentissage. D'accord, et on aura l'occasion au cours de l'émission d'en parler. Vous êtes enseignant de lettres au quotidien avec les apprenants. Elle a parlé de niveau de l'école qui aurait baissé en raison de la crise sanitaire. Que pensez-vous du niveau des apprenants? Il faut dire que c'est malheureusement, pour revenir sur la situation du corona, c'est une situation qui est déplorable. Il y a forcément eu des conséquences graves. Quand on parle de fermeture d'école, ça veut dire déjà qu'il n'y a pas d'apprentissage. Donc s'il n'y a pas d'apprentissage, on n'a pas appris. Il n'y a pas de nouvelles choses qui ont été retenues. Et il faut même qu'on aille encore voir si ce que les apprenants avaient déjà reçu comme information ou comme apprentissage, s'ils parvenaient encore à assimiler cela. Donc déjà, il y a un problème qui est posé déjà. Mais pour nous, acteurs du système éducatif, enseignants, je pense qu'il est de notre devoir quand même d'améliorer ces lacunes-là, parce qu'effectivement, il faut reconnaître qu'on a constaté des lacunes, des insuffisances qui sont peut-être liées à, comme le disait Madame tout à l'heure, qui sont peut-être liées à ce laps de temps qu'il y a eu, où il n'y a pas eu d'apprentissage, mais déjà on a commencé à se mettre au travail pour améliorer cela. C'est pour cela même nous sommes revenus sur les leçons de l'année précédente, une sorte de pour essayer révision, de combler un peu les lacunes avant d'entamer véritablement l'année scolaire 2020-2021. D'accord, revenons encore sur cette période de fermeture des classes. Elle s'en est suivie d'une réouverture des classes pour les examens de fin d'année, avec un strict minimum. Il y avait même des initiatives prises par le ministère de l'Éducation, notamment le téléenseignement. Oui. Que pensez-vous en tant que sociologue de cette période de gestion de fin d'année? Je pense que ça a été la meilleure solution qu'on ait pu trouver pour sauver l'année, parce que le fait d'avoir engagé ces financements, le fait d'avoir engagé cette énergie-là pour maintenir l'école à la maison, il fallait qu'on puisse vérifier les acquis, évaluer les acquis
des enfants. Et la priorité, c'était les classes d'examen. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on ait pu sauver non seulement l'année scolaire pour les classes intermédiaires, mais aussi qu'on ait pu organiser des examens, à l'exception de l'examen du CP qui a été, je ne dirais pas annulé, mais réformé, puisqu'on a calculé, on a calculé les moyennes sur la base des notes disponibles. Donc, en fait, on a essayé d'évaluer les enfants sur la base des acquis. Et c'est un bon plus pour avoir sauvé l'année. D'accord, le téléenseignement, il y avait des plateformes dédiées pour permettre aux élèves d'aller en ligne, de prendre des cours. Est-ce que c'était, accessible à tous en tant qu'enseignant? Déjà, il faut dire déjà que c'était nécessaire, il était nécessaire qu'on entame cette nouvelle façon d'enseigner, parce qu'on va dire quand même que c'est un peu nouveau pour nous, qui ne sont pas habitués. Quand je dis nous, je parle des Africains en général, qui ne sont pas véritablement habitués à ce système-là. Maintenant, il le fallait parce que, comme le disait le sociologue tout à l'heure, il le fallait pour pouvoir sortir de cette situation difficile face à laquelle on était vraiment confronté. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment les ressources nécessaires pour pouvoir continuer dans ce sens-là? Est-ce que effectivement les apprenants ont pu s'approprier tous ces savoirs qui ont été dispensés? Bon, il y a quand même, on a pu quand même constater quelques insuffisances, quelques situations quand même difficiles, puisque tout le monde n'a pas accès à Internet, malheureusement. Et surtout les zones reculées, les zones de l'intérieur du pays, par exemple. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ce sont des cours qui étaient mis en ligne, donc qui étaient dispensés. C'est vrai qu'on pouvait suivre ces cours-là pendant que ces cours se déroulaient, mais il y avait aussi la possibilité de les suivre après. Oui. Donc pour les apprenants qui n'ont pas pu suivre les cours en direct, avoir aussi l'occasion d'aller les suivre après, donc c'est déjà pas mal, c'est déjà intéressant. Il faut dire qu'il y avait la contribution des radios, des radios de proximité aussi. Donc, même avec le téléphone portable. Souvent. Oui, et même des structures qui ont pris des initiatives pour mettre à la disposition des apprenants des cours par SMS. Je ne sais pas exactement le nom, mais je sais que j'en ai vu plusieurs où il fallait envoyer un certain numéro, un code, et vous receviez le programme à suivre. Donc, toutes ces initiatives-là vraiment étaient à saluer. Mais comme l'a dit notre cher ami, on ne peut évaluer aujourd'hui l'impact de ces initiatives-là. On ne sait pas quel est le pourcentage de participation réelle, quel a été l'impact sur les apprenants, parce que c'était un gros challenge, non seulement pour les apprenants, pour ceux qui dispensaient les cours, et aussi plus pour les parents, parce que c'était à eux que revenait la charge de s'occuper du suivi de leurs enfants. Et je doute fort que dans un contexte où les parents eux-mêmes étaient en télétravail, aient pu s'adapter à ce nouveau mode-là. Donc tout cela nous envoie à dire que la Côte d'Ivoire, et tous les autres pays africains n'étaient pas préparés à ce genre de crise-là. Donc il nous faut vraiment avoir ce triangle en tête, c'est-à-dire préparation, réaction et ensuite suivi de l'action. Donc lorsqu'on est préparé de cette sorte-là à toutes ces urgences sanitaires, que ce soit aussi des crises, des crises économiques, des crises politiques et autres, on a toujours en tête qu'il faut prévoir, il faut planifier en fait le besoin en éducation selon les difficultés que l'on rencontre. Donc cette crise nous a vraiment confrontés, nous tous, même en tant que parents, nous tous, on s'est rendu compte de nos limites à aider les apprenants dans leur développement. Donc c'est très important de le dire, il faut que chacun de nous se prépare. D'accord, cette mesure a été prise également dans la plupart de certains pays de la sous-région. Vous l'avez dit avec les téléphones portables, les plateformes dédiées à l'éducation. Vous qui connaissez la réactivité, les réactions des élèves au cours des classes qui, lorsque les élèves n'ont pas compris, ils posent des questions, mais avec ce nouveau système, est-ce que vous pensez que le strict minimum aurait été acquis? On voit un enseignant qui parle à la télévision, il fait des démonstrations de mathématiques, l'élève il est assis, doit être concentré, à peine s'il arrive à prendre des notes. Qu'est-ce que vous pensez? Effectivement, là vous évoquez un point qui est très important, l'assimilation des cours. Déjà, il est difficile déjà par moment, en classe même, de dispenser des cours et de se rendre compte que tous ces élèves suivent. Donc là, maintenant, quand on n'est plus dans le cadre, on va dire, habituel
hein, ou de dispensation de cours, et qu'on se retrouve maintenant à la maison à observer l'enseignant en train de dispenser des cours. On n'a pas cette interaction enseignant-élève. On n'a pas la possibilité. C'est vrai qu'après, on nous a dit qu'on pouvait poser des questions en ligne et autres. Oui, mais il y a quand même quelque chose qui a changé dans ce fonctionnement-là. Bon, moi, je dirais quand même que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal parce que ça nous a permis quand même de sauver l'année. Et c'est déjà à saluer. C'est déjà à saluer. Maintenant, il y a forcément eu des imperfections parce que pour nous, enseignants, on aurait bien voulu avoir quand même les élèves en face pour sentir un peu cette chaleur, élèves, enseignants et autres. Mais bon, c'est déjà pas mal, c'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. On va peut-être s'habituer, on va s'adapter pour les années à venir parce qu'il faut qu'on apprenne tout ça aussi parce qu'on ne sait jamais. Voilà, l'école ne doit pas s'arrêter comme le disait le sociologue. Voilà. Est-ce que les résultats de fin d'année qu'on a observés, selon vous, peuvent être expliqués effectivement par la crise sanitaire? C'est vrai, il y a des apprenants qui ont été écourtés dans leur année scolaire, mais qui ont eu de très bons résultats. Par contre, d'autres ont eu des résultats qui ne sont pas bons. Est-ce que c'est parce que c'est la faute des apprenants eux-mêmes qui ne se sont pas mis au travail? C'est le système? C'est les parents? Qu'est-ce que vous pensez en tant que sociologue? Déjà, il faut noter que ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas une trop grande différence dans les taux, dans les résultats qu'on a eu cette année. Vous prenez les résultats du baccalauréat, l'année dernière, on était à 41,23%. Voilà, 23%. Et cette année, on est juste descendu à 40%. 40,08 pratiquement. Pour le BEPC, on était à 57%. Et là, on est à 53%. Le CP, ça a sensiblement varié de 1%. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas eu vraiment d'impact sur le taux. Sur le taux, oui. Sur les résultats. Mais moi, je pense que là où ça a eu un impact, c'est plutôt sur le niveau des apprenants. Parce que déjà, on a une grosse problématique. Si on considère du point de vue scolarisation, ok, ça a pu emmener certains parents à retirer leurs enfants du circuit scolaire. Mais là où ça a eu plus d'impact, c'est sur le niveau d'apprentissage. Et là, on est déjà pointé du doigt sur le niveau de nos enfants. Il y a le classement PISA qui est un peu comme un baromètre qui permet aux différents pays de se classer selon leur système éducatif. Donc, il a été dit que en Afrique subsaharienne, les enfants sont scolarisés, mais ils n'apprennent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que les enfants vont à l'école, mais ils ne retiennent rien. Quand bien même ils avancent. Les acquis, voilà. Donc, ils retiennent juste pour le moment où ils vont être évalués. Pour valider. Après l'évaluation, quand vous revenez, vous posez une question à un enfant, bien vous lui demandez de lire un texte, il est incapable de le lire correctement. Et vous voyez un peu comment c'est dangereux de poursuivre un cycle scolaire jusqu'au CM2, en 6e, jusqu'à 4e. Il y a des lacunes qui vont être Les lacunes, voilà, sont en train d'être transportées. Et notre crainte actuellement, c'est que ces lacunes-là sont en train de grandir. Et elles s'approfondissent, en fait. Donc, vous vous imaginez vous retrouvez avec quelqu'un qui a le baccalauréat, qui ne sait pas écrire une seule phrase correctement. C'est triste. C'est triste. Donc, la crainte de tous les dirigeants africains, c'est que ces résultats, ces efforts qui sont consentis pour qu'il y ait de la qualité dans l'éducation, pour que les enfants vraiment retiennent effectivement ce qu'ils apprennent. La crainte, c'est que le Covid soit venu empirer, soit venu diminuer tous les efforts à ce niveau-là. Parce que vous vous rendez compte que, déjà, on sait qu'une personne, les apprenants ne retiennent ils sont concentrés que 15 minutes. Sur une heure de classe, ils sont concentrés que 15 minutes. Donc, vous imaginez quelqu'un qui est à la maison, dans un environnement déjà tout autre, et son niveau de concentration baissera. C'est clair. Et son rendement aussi. Donc, quand on sait que, par exemple, il y a des classes qui commencent, il y a 4 heures d'enseignement de suite, avec des formules et des formules et des formules, si ton attention est trop lourd. C'est difficile. C'est difficile, déjà même en classe, de tenir, et là, devant la télévision, comment ne pas être tenté d'utiliser la télécommande pour aller sur une chaîne ludique? Vous voyez. Donc, peut-être que c'est le mode d'enseignement qui doit varier. Le mode d'enseignement doit varier. On doit réfléchir à des méthodes qui permettent à nos enfants, selon le contexte qu'on a, parce qu'on sait que nos réalités ici ne sont pas les mêmes que celles
voilà, des enfants, dont, par exemple, la Finlande qui est dans le plus haut classement du PISA. Mais si on veut pouvoir rivaliser avec la Finlande, il faut que nous, on réfléchisse selon nos contextes, selon nos réalités. Vous dites que la télévision, la radio pourront permettre aux enfants d'apprendre. Mais est-ce que la méthode d'enseignement de 4 heures est faite pour arranger l'enfant, qui déjà même a des difficultés en présentiel? Donc, comment est-ce qu'il fait pour combler ces vides-là à la maison? Donc on a cette grosse problématique-là au niveau de l'apprentissage télévisuel et radiophonique. Elle l'a signifié, les apprenants, Oui. ils sont scolarisés, mais ils n'apprennent pas. Vous êtes enseignant, le système doit être repensé, amélioré. Qu'est-ce que vous constatez au quotidien? Qu'est-ce qui préoccupe les élèves? Parce qu'il y en a plusieurs catégories. Il y en a qui sont au primaire, ils ont un niveau de compréhension. Ceux qui sont au secondaire ont un autre niveau de compréhension. Mais ceux que vous pratiquez habituellement? Bon, à ce niveau, il faut dire que les responsabilités sont partagées. Voilà, c'est ce que moi je comprends. Parce que déjà, peut-être qu'on pourrait dire, si on dispense des cours que les élèves ne retiennent pas, il est clair que l'enseignant aussi a sa part de responsabilité là-dedans. Ça, c'est une évidence. Mais il est formé. Maintenant, il a la pédagogie. Oui. Je dis qu'il a sa part de responsabilité. Je n'ai pas dit qu'il est entièrement responsable. Oui. Il a sa part de responsabilité. Parce qu'on ne peut pas dispenser des cours en 1 heure et avoir des apprenants qui n'ont rien retenu. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Maintenant, est-ce que les conditions aussi sont réunies pour que ces apprenants retiennent quelque chose? Parlons de conditions, à quoi vous faites allusion? Les conditions, quand on vient dispenser des cours, les cours qui étaient dispensés à la télé et autres, je sais qu'on ne tenait pas forcément compte du temps habituel. Si oui, c'était un temps réduit. Voilà. Donc déjà, ça pose problème. Ça pose problème. Mais comme je le disais au départ, cette mesure-là a été prise pour sauver une année. Oui, et là, cette étape est passée. Voilà, heureusement. Maintenant, cette année déjà, on sait que nous avons entamé des révisions. On dit qu'on a quand même le temps de revoir les imperfections, de les améliorer avant d'entamer la nouvelle année. Est-ce que la révision même a tout son sens quand on sait qu'il y en a qui n'ont pas vu ce que vous allez réviser? On révise ce qu'on a vu. Oui, bon, on parle de révision, mais au fond, ce sont des chapitres qui sont étudiés. De l'année antérieure. Mais normalement, on doit considérer normalement que ces cours-là, voilà, on va dire que ces cours ont été faits. Parce que quand on avait repris les cours après la période de Corona, nous admet de reprendre les cours. Et je suppose quand même qu'on a eu le temps de faire certaines choses. Maintenant, c'est qu'on n'a pas. C'est pour ça que moi je parlais de révision. Parce que je suppose à partir de cet instant-là que les enseignants ont eu le temps de dispenser les cours qu'il fallait. Je suppose aussi qu'ils ont eu le temps de finir le programme. Et à partir de ce moment, on peut dire qu'ils sont en train de faire une révision. Maintenant, s'ils n'ont pas pu finir le programme, l'opportunité nous est donnée aujourd'hui encore de revenir sur les programmes, surtout pour nous qui enseignons le français, de revenir sur les programmes du 3e trimestre pour permettre aux élèves de se mettre à niveau. Voilà. Et puis cette année encore, on parle de semestre. Tout ça, ce sont des mesures qui ont été prises quand même pour faciliter l'apprentissage, pour permettre déjà aux apprenants jusqu'à fin octobre déjà, de revenir sur les notions qui n'ont pas été maîtrisées l'année dernière. Et à partir certainement de novembre, c'est-à-dire quand on revient des congés, on peut véritablement entamer la nouvelle année. Je prends un exemple, je dis n'importe quoi, un élève qui est en classe de 4e cette année, déjà d'octobre, depuis le début de l'année jusqu'à fin octobre, on va revenir sur les leçons du dernier trimestre du 5e. Donc déjà, ça permet déjà à l'apprenant de se remettre dans le bain. Et à partir du retour des congés d'octobre, là, on va entamer véritablement le programme de l'année en question. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est que quand on commence déjà, avant même quand on commençait les cours en septembre, on avait parfois du mal à achever le programme. Maintenant, bon. Et on espère qu'il n'y aura pas de perturbations encore. On ne va pas le souhaiter. Rentrons. Je suppose que sur le terrain, voilà, on verra un peu comment est-ce que les choses vont se passer. Mais je pense que toutes les dispositions ont été prises pour que les enseignements soient donnés et cela suffira. Entrons maintenant dans les défis de la nouvelle année scolaire. Défis en même temps pour le ministère, pour les apprenants qui eux-mêmes ont la responsabilité de se mettre à niveau, mais aussi pour les parents. D'accord. Ça me plaît bien que vous abordez la question des parents parce que ce défi-là va essentiellement reposer sur les parents. Pourquoi je le dis? Parce que, comme il le disait, il y a une session de rattrapage. Et vous savez que le système de la Côte d'Ivoire, le programme, la pédagogie est basé sur le volume horaire. Donc, c'est-à-dire quoi?
On dit qu'on donne 10 heures pour finir un module d'apprentissage. Lorsque ces 10 heures sont terminées, que les apprenants aient acquis ou pas, on passe au second module. Donc, si les parents ne sont pas conscients de cet aspect des choses, ils vont laisser les choses se pérenniser et le niveau va continuer à se dégrader. Mais si ces mêmes parents sont conscients qu'il faut combler les lacunes de leurs enfants, je pense que on sera obligé d'aller un peu vers la pratique des Japonais, voilà, parce que là-bas vraiment c'est un système manu militari où après les cours, les enfants vont encore faire des cours de renforcement, souvent jusqu'à 22 heures. Et jusqu'à ce jour, c'est critiqué par plusieurs instances internationales, mais ça fonctionne quand même, ça donne les résultats parce qu'on pratique l'excellence. Donc, vous voyez que je viens de sortir le mot. Il faudra que ce défi-là repose sur ces parents-là qui doivent pratiquer l'excellence auprès de leurs enfants. Donc, le gouvernement, les enseignants vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais la grosse responsabilité. La grosse responsabilité. Parce que ce sont les parents qui envoient leurs enfants à l'école. Justement. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir du temps en plus de son boulot et des autres activités de consacrer, mais il faudra qu'on joue notre rôle de catalyseur de la réussite en fait pour demain. Parce que si on ne le fait pas, le gouvernement pourra faire ce qu'il peut, les enseignants pourront faire ce qu'ils peuvent, mais il faudra aussi qu'on sensibilise les parents à prendre plus de responsabilités auprès du suivi de leurs enfants. Parce que l'année court. C'est clair, c'est clair. Oui, effectivement, les parents vont jouer leur rôle. Vous êtes enseignant, vous allez jouer le vôtre. Évidemment. Il y a la maladie à coronavirus qui existe toujours. Oui. Quelles sont les dispositions que les enseignants prennent avec les élèves pour qu'en même temps qu'on apprend, on est dans la lutte jusqu'au bout? Effectivement, merci pour la question. Ce qui est intéressant cette année, c'est que nous sommes déjà informés qu'il y a un ennemi qui est là. Ouais. On connaît l'ennemi, on sait de quoi il est capable, on sait ce qu'il faut faire pour l'éviter. Voilà, comparativement à l'année dernière où on n'était pas encore situé. Voilà. Donc je pense que quand on sait qu'il y a un mal et qu'il y a des dispositions à prendre pour éviter ce mal-là, on ne fait qu'appliquer ces dispositions-là. Donc c'est ce qu'on essaie de faire. Voilà, c'est vrai qu'actuellement il est difficile quand même de parler de mesures barrières dans les classes, mais on fait l'effort quand même d'avoir les cache-nez. Excusez-moi, pourquoi c'est difficile de parler de mesures barrières? Je veux dire que comparativement à l'année dernière où les tout a été allégé, voilà, c'est ce que j'ai voulu tout le dire monde qui va à l'école. C'est ce que j'ai voulu dire par là. Okay. Voilà, donc déjà cette année, déjà même à l'entrée même des lycées et collèges, les dispositions sont déjà prises. Les élèves eux-mêmes dans les salles de classe, il y a déjà les cache-nez, tout et tout. Les enseignants, eux aussi, font l'effort de se conformer aux réalités. Et tout le monde sait, aujourd'hui, on a quand même les informations nécessaires sur la Covid-19. On sait un peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ce qui est un peu intéressant pour cette année. Voilà, comparativement à l'année dernière où on n'avait pas trop d'informations, on a été surpris par ce mal-là. Donc je pense que des efforts quand même sont fournis à ce niveau-là pour qu'on aille à l'école, pour qu'on travaille sainement, pour que les enseignants et tout le monde soient épargnés. Et on fait l'effort quand même d'appliquer cela. Parce que j'insiste beaucoup sur l'application de ces mesures qui ont été dictées. Parce que si ce n'est pas appliqué, c'est clair qu'on court encore de grands risques et c'est ce qu'on veut éviter. D'accord. En termes d'efforts à faire, est-ce que les élèves en classe d'examen ont plus d'efforts à faire par rapport à ceux qui sont en classe intermédiaire? Toujours dans la situation de Covid, quand on sait que l'année s'est achevée de façon catastrophique. Je pense que les efforts sont à tous les niveaux, que ce soit en classe intermédiaire ou en classe d'examen. De toutes les façons, on a toujours fourni plus d'efforts en classe d'examen pour être toujours au niveau, pour pouvoir répondre aux examens. Donc, il faut, voilà, ces classes-là ont besoin de toujours continuer à travailler comme elles le faisaient avant le Covid. Et même plus, parce qu'avec le Covid, voilà, je suppose que le temps d'interaction et la distance d'interaction est tellement grande que c'est assez complexe, ça fatigue. Donc il faut vraiment être, comment on dit ça, en pleine forme pour pouvoir suivre le régime. D'accord, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. En tant que sociologue, quel enseignement est-ce que vous tirez de cette crise sanitaire en rapport avec les faits sociaux? D'accord. Déjà, je pense que cette crise-là est venue nous enseigner beaucoup de choses sur nous-mêmes. C'est une grosse prise de conscience. Avant, on avait pour habitude de pointer du doigt. Le gouvernement ne fait pas ci, le gouvernement ne fait pas ça. Mais cette crise est venue nous montrer que nous-mêmes, nous avons de très grandes responsabilités. Nous avons aussi souvent tort. Donc, prenez même le fait de la discipline.
Aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, vous allez compter 1 ou 2 personnes qui continuent de porter les masques parce qu'on se dit voilà, la maladie à coronavirus est finie. Mais cette discipline-là, la population doit continuer de l'observer et ceci va permettre aux parents de continuer à sensibiliser leurs enfants parce que la maladie est toujours là. Donc c'est nos comportements, nos attitudes vis-à-vis des crises qui va faire la différence pour l'éducation et même pour notre développement social et économique aussi. D'accord. Écrivain et enseignant, qu'est-ce que vous tirez de cette crise? Moi, je dirais que avec cette crise, on a quand même eu à expérimenter de nouvelles choses. Et c'est déjà intéressant. C'est déjà intéressant. Ça nous permet déjà de nous rendre compte de certaines insuffisances et pourquoi pas de se projeter un peu vers le futur. Ce qui est intéressant déjà chez nous ici, c'est que il y a une base de données qui a été constituée. Voilà, cette base de données-là contient des cours, tous les cours qui ont été dispensés. Donc moi j'appelle ça des supports de cours. Ça a été un record. Ce sont des supports. Et ça continue en fait. Voilà. Les cours Donc, continuent. Ce qui est intéressant, c'est que les élèves ont à leur disposition des cours qu'ils peuvent aller visiter à tout moment. Voilà. Et c'est déjà pas mal, c'est déjà intéressant. Si j'ai suivi des cours actuellement, maintenant que j'ai la possibilité de suivre les cours avec l'enseignant, s'il y a des éléments que je n'ai pas pu maîtriser, je peux aussi me référer encore à ce qui a été déjà fait par un autre enseignant. Très bien. Donc ce sont des supports et c'est déjà pas mal. Donc il faut beaucoup mettre l'accent sur cet aspect-là pour dire que la crise nous a ouvert les yeux, nous a montré qu'il y a peut-être des insuffisances à corriger, il y a des choses à améliorer dans notre fonctionnement et je pense qu'il faut s'inspirer de ce qui a été déjà fait. Et pourquoi pas commencer à s'adapter. Préparer des plans d'urgence. Parce qu'en fait, c'est ça, parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit surpris, que ce soit une crise sanitaire, que ce soit une crise politique ou sociale, il ne faudrait pas qu'on soit surpris. L'école ne doit pas s'arrêter. L'émission, par contre, va s'arrêter maintenant. Nous avons eu du plaisir à vous recevoir, c'est sur ces mots que nous allons mettre fin à cette émission. Nous étions avec Aminata Siaoui, elle est sociologue, merci d'avoir répondu à nos questions. Et également Chérif Atanda, qui est écrivain et enseignant de lettres. Avec vous, nous allons parler d'une année scolaire en pleine crise de coronavirus. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.